D'accord, on passe à la 4e présentation qui est hypoglycémie et risque cardiovasculaire présentée par le docteur Trébé. Donc bonjour à tous, Guillaume Trébert, je suis médecin assistant dans le service d'endocrinologie au CHU Sud de Saint-Pierre. Je voulais vous remercier d'être présent et puis Dr Lurussi, Dr Verhappen pour l'organisation de ce congrès. Donc je vais vous parler de hypoglycémie et risque cardiovasculaire chez le patient diabétique. Alors Dr Verhappen citait l'intérêt de ce congrès pour l'actualité, mais pour comprendre l'actualité aussi, il faut revenir sur le passé et voir ce qui en découle. Alors, si on reprend il y a longtemps, 30 ans environ, c'est vrai que dans la prise en charge de nos patients diabétiques, on devinait que la prise en charge intensive du patient diabétique avait un effet bénéfique sur les complications micro- et macro-angiopathiques, mais on manquait vraiment d'arguments forts. Je veux dire par là des études qui sont interventionnelles, contrôlées, comparant un traitement intensif versus un traitement standard. Et finalement, à la fin des années 90, début des années 2000, sont parues les études que vous connaissez pour le diabétique de type 1, DCCT, puis EDIC, et chez le diabétique de type 2, UKPDS, Advance, VAD et ACCORD. Alors, concernant les complications micro-angiopathiques, rapidement, vous voyez, de manière assez consensuelle, toutes les études ont montré une efficacité du traitement intensif dans la population diabétique de type 1 et de type 2 sur l'apparition ou l'aggravation des complications type neuropathie, néphropathie ou rétinopathie. En revanche, concernant les complications macro-angiopathiques, initialement, les données étaient un peu plus discordantes. Alors, c'est vrai, EDIC, UKPDS ont démontré un intérêt du traitement intensif chez les patients diabétiques au niveau de l'apparition des complications macro-angiopathiques, mais au bout d'un suivi de 10-15 ans. Mais à l'époque, VAT et Advance ne l'ont pas démontré, et Accor avait montré des résultats qui étaient assez étonnants. En effet, en 2008, donc l'étude Accor chez les patients diabétiques de type 2, qui a comparé traitement intensif et traitement standard, avait été interrompue prématurément sur une hausse de la mortalité dans le bras intensif. Comme vous voyez, une hausse de la mortalité de 22%, tirée par une hausse de la mortalité cardiovasculaire. Alors à cette époque, les résultats ont fait beaucoup de remous dans la communauté médicale. De manière caricaturale, est-ce que le traitement intensif chez notre patient diabétique est délétère au niveau cardiovasculaire? Et ça a mené à des analyses post-hoc, des réflexions sur les facteurs qui pouvaient expliquer cette surmortalité dans ce traitement intensif. Et un des facteurs retenus et assez étudiés était les hypoglycémies sévères qui, comme vous le voyez, étaient beaucoup plus importantes dans le traitement intensif par rapport au traitement conventionnel, 16% versus 1%. Alors si on fait un petit focus sur les hypoglycémies, c'est vrai que c'est un facteur limitant pour aboutir au traitement intensif et à l'équilibre parfait du diabète chez nos patients. Comme vous le voyez sur cette méta-analyse de 2015, chez plus de 500 000 patients en diabète de type 2, on a quand même une prévalence de 46% d'hypoglycémie modérée et une prévalence de 6% d'hypoglycémie sévère. Et un patient diabétique de type 2 expérimente 19 hypoglycémies modérées par an et une hypoglycémie sévère. Et chez le patient diabétique de type 1, c'est un peu plus, environ 30 épisodes, selon certaines données. Alors, lorsqu'il survient une hypoglycémie chez un patient diabétique, on a un ensemble de mécanismes contre-régulateurs qui apparaissent avec la sécrétion d'hormones hyperglycémiantes à partir de différents seuils, notamment le glucagon et les catécholamines. Et là encore, ça a été étudié sur des études de physiopathologie. On retient 4 mécanismes essentiels d'impact de l'hypoglycémie sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire en premier lieu une dysfonction de la endothéliale avec une diminution de la vasodilatation, des troubles de la coagulation, un mécanisme pro-inflammatoire avec sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, et enfin, par la sécrétion des catécholamines, des troubles hémodynamiques, mais aussi des troubles conductifs associés. Et on remarque aussi à l'ECG des anomalies du QT. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces 4 études que j'ai fait figurer, chez les patients diabétiques, la présence d'hypoglycémie sévère est associée à une augmentation significative de la survenue d'événements macrovasculaires, à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et à une augmentation de la mortalité globale dans certains papiers. Mais, de manière assez paradoxale,
sur des études, alors elles sont peu nombreuses, mais de sécurité cardiovasculaire et surtout des études épidémiologiques ou post-hoc portant sur les traitements antidiabétiques hypoglycémiants, donc les insulinothérapies et sulfamide hypoglycémiants, on voit qu'on a une certaine neutralité cardiovasculaire et une neutralité sur la mortalité, bien que ces thérapeutiques entraînent une augmentation significative d'hypoglycémie. Alors, comment expliquer un petit peu cette discordance entre, d'une part, les hypoglycémies sont associées à une augmentation des événements macrovasculaires, et d'autre part, on voit que dans les études portant sur des thérapeutiques hypoglycémiantes et qui augmentent le nombre d'hypoglycémies des patients traités, on a une neutralité cardiovasculaire et sur la mortalité. Alors, le premier élément que je voudrais souligner, et qui est optimiste et rassurant, c'est que, bien évidemment, le traitement à la prise en charge intensive de patients diabétiques de type 2 a un effet bénéfique sur la survenue d'événements macrovasculaires. En témoigne cette méta-analyse de 2009 portant sur les études ACCORD, ADVANCE, VAT et KPDS, et comme vous le voyez, globalement, il y a une réduction significative du nombre d'événements macrovasculaires majeurs tirée par une diminution significative du nombre d'infarctus du myocarde non létaux. Bien que, comme on le voit là encore, les populations traitées de manière intensive ont présenté une augmentation significative d'événements d'hypoglycémie majeure. En réalité, ce qui émerge, c'est plutôt la notion que l'hypoglycémie est un marqueur de fragilité de nos patients diabétiques de type 2, plutôt que réellement un lien causal direct dans l'apparition d'un événement macrovasculaire. Et là encore, on pourra avoir pour preuve que dans les analyses post-hoc, notamment d'ACCORD, on voit bien que la population diabétique qui était très déséquilibrée à l'inclusion, qui était très déséquilibrée au cours du suivi et qui avait aussi des comorbidités importantes, notamment un antécédent cardiovasculaire, présentait plus d'hypoglycémie et avait une mortalité plus importante ou un nombre plus important d'événements macrovasculaires. Donc, le premier message à retenir qui semble important, mais qui est connu depuis longtemps, c'est de repérer bien évidemment les patients qui sont à risque et d'adapter la thérapeutique et les objectifs de contrôle en fonction de ces données, ce qu'on appelle la thérapie ciblée sur le patient. Déjà en 2013, l'HAS avait émis des recommandations par rapport au statut des patients diabétiques, notamment type 2, et avait, comme vous pouvez voir chez les patients avec des complications macrovasculaires assez avancées, défini une HbA1c inférieure à 8%, contre 7% pour un patient sans complications macrovasculaires importantes. Et d'un point de vue pratique, on se fixe, nous, en endocrinologie, des objectifs de glycémie quotidien entre 1 g et 1,40 g à jeun et 1,40 à 80 en postprandial, pouvant être un peu plus élargis si nécessaire. Le deuxième message forcément qui en découle est donc de repérer vos patients qui ont un risque d'hypoglycémie. Donc bien évidemment, ce sont des sujets âgés qui ont un diabète ancien, un diabète très fluctuant, déséquilibré, des patients qui ont du mal à sentir venir les hypoglycémies, les patients qui consomment de l'alcool, et surtout, le facteur essentiel, repérer les patients qui ont un traitement qui induit des hypoglycémies. Et donc, sur cette thématique un petit peu d'hypoglycémie, de risque cardiovasculaire, concernant le traitement, il faudra se poser deux questions. La première, c'est est-ce que mon traitement induit des hypoglycémies? Donc vous connaissez bien les thérapeutiques qui induisent des hypoglycémies, les sulfamides, répaglénides, l'insulinothérapie. Et comme ça a été évoqué précédemment, et ça va être évoqué sur les prochaines discussions, se poser actuellement la question, est-ce que mon médicament a un effet neutre cardiovasculaire ou, au vu des dernières données, a un effet bénéfique sur le plan cardiovasculaire? Alors brièvement, vous savez que depuis 2008, la FDA a demandé aux industries pharmaceutiques d'élaborer des études de sécurité cardiovasculaire pour tout antidiabétique oraux ou injectable pour prouver les nicotiniques cardiovasculaires. Et vous voyez sur cette frise chronologique, qui n'est pas tout à fait complète, qu'un certain nombre de papiers conséquents sont parus concernant surtout les molécules inhibiteurs DPP4, GLP1, inhibiteurs de GLT2. En reprenant la slide d'Oriane, le ASD-ADA a émis des recommandations en 2018 où bien évidemment la metformine est indiquée en première intention, mais la question qui va falloir se poser, c'est est-ce que votre patient diabétique a des complications rénales, des complications cardiovasculaires, et en fonction de cela, adopter l'algorithme. Bien souvent, dans la majorité des cas,
en seconde intention est indiqué comme thérapie des injectables analogues GLP-1 ou les inhibiteurs de GLT2, notamment certaines molécules qui ont démontré leurs bénéfices cardiovasculaires, je pense au liraglutide, du dulaglutide ou empagliflozine. Donc le troisième message qui est important dans ce contexte d'hypoglycémie de risque cardiovasculaire, c'est de définir un traitement qui soit adapté à ces types de populations. Et donc, finalement, ce qui est préconisé en première et en deuxième intention, ce sont des médicaments qui ont un bénéfice cardiovasculaire et qui n'ont pas d'effet hypoglycémiant, ce qui fait que ça résout un petit peu notre problématique actuelle. Donc en conclusion à sa thèse, je répète les 3 messages qui ont été formulés au cours du topo, c'est-à-dire dans le cas d'une hypoglycémie et risque cardiovasculaire, il faut tout d'abord rechercher vos patients qui sont à risque, donc ces patients qui sont assez âgés, qui ont un diabète déséquilibré. Ensuite, bien fixer avec eux les objectifs de contrôle glycémique et ne pas les voir trop stricts pour éviter les hypoglycémies. Et enfin, se baser sur les dernières recommandations pour des thérapeutiques qui sont donc bien souvent non hypoglycémiantes et cardioprotecteurs. Je vous remercie. Donc merci. Est-ce qu'on a des questions de la salle? Moi, je voulais d'abord vous féliciter pour votre présentation, parce que c'était très clair. Vraiment, j'insiste. Et d'ailleurs, si on peut mettre la dernière diapositive de conclusion, parce qu'il y a tout dessus, c'est parfait. Donc, je voulais vraiment insister. Même moi qui ne comprends rien à la glycémie, j'ai compris. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être une remarque sur... Donc, vous avez bien insisté, le seuil glycémique, les études et je dirais la façon de baisser la glycémie. Est-ce que ça a été vraiment exploré, c'est-à-dire la manière de... Est-ce qu'il y a une toxicité dans la manière de baisser la glycémie, c'est-à-dire dans sa rapidité d'apparition et dans l'usage de certains médicaments? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus grave de faire une hypoglycémie avec de l'insuline qu'avec un sulfamide ou avec de la metformine? Alors, il y a notamment, en fait, dans l'étude ACCORD, ce qui a été constaté, c'est que dans le groupe traitement intensif, on a observé une diminution assez brutale du contrôle glycémique avec une HbA1c qui perdait souvent 1 à 2 points. On a associé cette chute brutale des hypoglycémies à une augmentation du risque cardiovasculaire et finalement, les analyses post-hoc n'ont pas démontré cela. Donc, c'est pas tant l'hypoglycémie induite par l'intensification du traitement finalement qui va avoir un impact cardiovasculaire, mais ça va être plutôt les hypoglycémies qui sont dans un contexte de patients fragiles qui sont associés au risque cardiovasculaire. On a une question dans la salle. Oui, merci pour cette présentation très claire, effectivement. Alors moi qui comprends encore moins, moi qui comprends encore moins que sur le diabète que vous, j'ai une question bête, c'est-à-dire quand on a une hémoglobine glyquée trop bonne, est-ce que c'est obligatoirement, il faut aller chercher une hypoglycémie ou non? Alors, ça dépend. Déjà, il faut voir un petit peu si on a une discordance. On a encore en diabétologie, on est aidé par le contrôle glycémique aussi régulier par le patient. En principe, une hémoglobine glyquée trop basse chez un patient qui présente un traitement entraînant des hypoglycémies, un traitement insulinique ou par sulfamide, il faudra essayer de faire attention. Justement, essayer de repérer un petit peu sur les données de la surveillance glycémique s'il y a des hypoglycémies qui apparaissent. Oui, on va vous donner un micro, monsieur. Et la place des sulfamides est nettement minorée à l'heure actuelle. Elle est où exactement? Alors, maintenant, la place des sulfamides, elle est dans les recommandations marquées, c'est pour un coût, une question de coût. Par rapport à des patients qui n'auraient pas trop les moyens. Alors, en France, ça ne se pose pas trop la question. Il est clair que maintenant, les sulfamides... alors, la discussion en tant que praticien, en fait, diabétologue, va se poser juste avant le passage à l'insulothérapie. C'est-à-dire que bien souvent, on a une problématique des patients qui sont déjà sous metformine, qui sont sous analogue du GLP-1, et pour lequel on n'arrive pas à obtenir l'objectif glycémique. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on introduit l'insuline ou est-ce qu'on tente d'arriver à l'objectif en introduisant un sulfamide hypoglycémiant? Bon, je pense que les données actuellement sont rassurantes concernant l'une ou l'autre thérapeutique.
Ça va dépendre du choix du patient aussi, s'il veut une injection quotidienne avec adaptation ou plutôt un traitement qui est moins contrariant avec une prise orale. C'est à discuter. Mais c'est vrai que de toute façon, maintenant, c'est très codifié en première et deuxième intention. Et c'est vrai que les familles ont perdu de leur place dans la stratégie thérapeutique diabète de type 2. Autre remarque ou question? Une dernière au fond. Moi j'en profite pour dire aussi à Ruben et aux organisateurs que c'est super d'avoir des jeunes, parce qu'ils présentent très bien. C'est à donne l'occasion, si je voudrais remercier Oriane, je ne sais pas si elle est toujours dans la salle, mais c'est bien de panacher avec des gens un peu moins jeunes et des jeunes, parce que vous apportez de la fraîcheur et c'est très bien ce que vous faites. Oui, on voit de plus en plus de patients avec une pastille là. Peut-être tu peux te lever parce qu'on ne te voit pas. Et puis Bonjour. On voit de plus en plus de patients avec une pastille sur le bras qui permet de contrôler la glycémie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins d'hypoglycémie avec cet outil? Avec le FreeStyle, vous voulez dire? Oui. Alors, on va dire que il y a deux principales indications que l'on pose, nous, pour le FreeStyle. On va dire c'est plutôt des patients, donc soit le diabétique de type 1, mais on va dire que c'est une population qui est à part, pour lequel finalement le contrôle peut être assez facile. Dans l'autre côté, l'autre indication qu'on peut effectuer, donc déjà il faut rappeler que le FreeStyle chez patients diabétiques de type 2 est uniquement proposé dans le cas d'un traitement multi-injection par insuline. Et jusqu'à présent, à la Réunion, on a des problématiques souvent de diabète très difficilement contrôlés, qui sont des diabètes secondaires à des pancréatites chroniques calcifiantes, pour lesquels on a une très grande variabilité glycémique. Et c'est vrai que le FreeStyle permet à ces patients, par les flèches qui leur indiquent si la glycémie chute brutalement ou pas, et d'anticiper l'hypoglycémie, de se resucrer un petit peu en avance. Donc pour ce type de population, c'est vrai qu'on retrouve un bénéfice, et ils ne sont pas peu nombreux, hein, on en a quand même pas mal. Donc ça a permis quand même pas mal de réduire la survenue d'hypoglycémie. Donc c'est un avantage. On va vous applaudir et vous remercier encore une fois. Merci.